Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Leaf Talk. Toujours en bonne compagnie avec aujourd'hui Luc Men et Tom Renard. Salut les gars, comment vous allez? Salut, ça va et vous? Comment ça va? Salut Marco, salut, ça va? Ah, je laisse Luc parler en premier, moi. Toujours. Ouais. Du coup, je vais commencer un petit peu le podcast par nos actualités. La plus grosse des actualités, ça va être le 8 juin, le samedi 8 juin, avec la FNSL Grand Ouest Only, qui va se dérouler à Nantes au Fitness Park de Beaulieu. Donc on vous attend nombreux, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire ce dimanche. Donc ça se remplit très vite. Donc allez-y les gars, de toute façon quand ça sortira le podcast, ça sera déjà trop tard en fait. Je viens de réaliser. Et, Ça commence bien, nickel. et après, il y a donc on leur fait de la pub, FNSL National, le 22 et 23 juin. Et donc cette année, ça sera pas à la Courneuve, ça sera dans un gymnase à Rueil-Malmaison. Donc ça va être du très très lourd. Donc voilà un petit peu les actus. Donc on va commencer par le commencement. Dans ce podcast-là, on laisse d'abord la parole aux invités et je vais vous demander de vous présenter. Donc peu importe qui commence, sportivement, professionnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes les gars? Qui on est, Luc? Je te laisse commencer, mon gars. Alors, du coup, moi je m'appelle Luc, je suis sportif, je fais du streetlifting depuis 2 ans et aujourd'hui, je coach uniquement dans ça. C'est devenu mon métier et voilà, tout simplement, je vis de ma passion. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est un peu compliqué à définir. On va Il dire que fait mon tout Tom. activité. Ouais, je fais tout, putain, c'est insupportable. Donc, mon activité principale, je dirais que c'est quand même le montage vidéo, essentiellement pour des coachs, pas que dans le street, mais des coachs en général. Ça peut être des entreprises de coaching ou des sportifs de haut niveau, ou l'équipe, par exemple, Lift Trainer. Et à côté de ça, je crée essentiellement du contenu sur les réseaux. Bon, ça commence doucement à démarrer, hein. C'est pas de la création extrêmement active. Et on développe des petits projets à côté, notamment avec Lucmen. Et à côté de ça, je pratique bien sûr le street lifting. Ok. Luc, il a fait une description éclair. Moi, Ouais. j'aurais voulu en savoir un petit peu plus. T'as fait quoi comme étude, mec? Même si je le sais parce que tu me l'as dit en off, mais vas-y, raconte-nous. Alors, du coup, j'étais en master cette année, enfin, je suis toujours en master. J'ai eu mon bac S, j'ai fait ma licence STAPS entraînement sportif et j'ai validé un petit supplément diplôme haltérophilie musculation. Et j'ai enchaîné avec un master EOPS, entraînement et optimisation de la performance sportive. Donc normalement c'est un cursus sur 2 ans. Le souci c'est que ça me plaisait absolument pas et je voulais absolument développer mes projets de coaching à côté. Je trouve que ça prenait beaucoup trop de temps donc j'ai arrêté en cours de route là en janvier, décembre janvier. Je pense que je vais arrêter le master. Je verrai si je reprends en septembre, mais je ne pense pas. En vrai ça va pas forcément m'aider et les cours ne me plaisaient absolument pas et j'ai pas envie de juste valider un diplôme pour le papier. Un peu voilà. Ok. Et toi, Tom, c'est quoi ton parcours au niveau des études? Alors, mon parcours au niveau des études, Marco, tu m'entends bien ou pas? Parce que là, la Oui, connexion. je t'entends, je t'entends, Ok, je t'entends. nickel, nickel. Alors, mon parcours au niveau des études, c'est un petit peu bancal. En fait, après le bac, j'ai fait une licence de biologie parce que je Ok. m'intéressais énormément à la matière, sciences Ah du oui. vivant, etc. Ça m'intéressait énormément, mais j'avais pas forcément envie de faire mon métier là-dedans, juste les connaissances, etc. Que ça soit des neurosciences, de la physiologie, biochimie, etc. Tout ça, ça m'intéressait énormément, mais j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. Et donc, arrivé en troisième année, j'ai complètement craqué. J'ai vu que tu pouvais tout simplement vivre du montage vidéo et c'est une compétence qui m'intéressait. J'ai appris en parallèle de mes études et à la fin de la troisième année, j'ai quand même validé. J'ai complètement arrêté pour me consacrer uniquement à mon activité freelance, entrepreneur du web. Ok. Ouais, bah, du coup, c'est bancal, mais t'as bien réussi. On te souhaite encore de te développer, hein. Bah, merci beaucoup, Marco. Et justement, alors donc là, c'était une présentation générale pour vous deux.
Et donc vous êtes tous les deux compétiteurs en streetlifting. Et justement, moi j'aurais aimé savoir, ah et Tom, ça y est, il se défile. J'aurais voulu savoir justement quels sont les objectifs en termes d'échéance dans les mois, années à venir. On va commencer par le plus sérieux, hein. Eh bah écoute, bah déjà j'ai deux objectifs. Bah, le premier, ça va être d'emmener mes athlètes en compétition déjà. Donc je pense réussir à amener un, deux athlètes aux France, là, qui va arriver le 22 juin. Et moi aussi par la même occasion. Je suis en train de faire mes qualifications, donc j'aimerais bien y participer. Et si jamais j'y participe pas, bah, il y a potentiellement les espoirs. Mais j'ai vraiment pas du tout envie d'y aller, je veux absolument faire les France. Et puis on verra si j'arrive à me qualifier. Puis voilà. Ok, donc France et option B, Espoir. Ouais, option B, espoir. Ok. Tom, final rep, Moi, Europe. c'est ouais, Final Rep directement. Je pensais que effectivement, ça allait être un objectif à ma hauteur. Non, sans déconner, honnêtement, là, je suis sur une grosse période, on va dire. On peut pas appeler ça vraiment une période off-season, parce qu'une période off-season, elle est calculée par rapport à l'échéance que tu vas faire après. Ça s'inscrit dans un cadre global. Moi, disons que là, je me suis un peu éloigné de la pratique SL, vraiment viser des compétitions, etc. Là, je suis plus repassé dans une optique pratique plaisir, parce que je voyais que ça me prenait trop de temps, ça me prenait trop la tête, et j'arrivais pas à être efficace dans mon taf. Donc, je suis passé un petit peu plus sur ce cadre de pratique-là. À voir jusqu'à quand. Je n'exclus pas du tout un retour en compétition. Mais du coup, si je vise des compétitions à l'avenir, ça sera, je pense, essentiellement des compétitions, on va dire, sous-nationales. Donc pas la FNSL classique, parce que j'ai pas le niveau, il faut le dire. Mais une compétition peut-être juste en dessous, FNSL Espoir, ou à voir si le sport se développe encore. Mais pour l'instant, en fait, j'ai un petit peu abandonné l'idée de me dire, vas-y, j'ai envie de me faire une place aux France dans le SL. Parce que honnêtement, l'investissement pour moi, pour ma personne, n'en vaut pas la peine. Ok, mais c'est franchement, on voit un petit peu la maturité, le fait que tu sois rationnel en fait dans toute cette réflexion. Et moi qui te connais un peu, je pense que tu aurais plus intérêt effectivement à miser sur le côté pro que le côté Mm. sportif, enfin qui peut apporter, hein, toujours. Bien Mais sûr. c'est vrai que ça demande un temps monstre et de l'énergie aussi que tu peux pas allouer au développement de ton activité. Souvent, ça empiète énormément, quoi. Si Ah, tu mais veux viser ce genre de niveau, quoi. c'est phénoménal, hein, le temps que ça demande, ce genre de sport, hein. Ouais. On est tous un peu des ouf, hein. Non mais sérieusement, des entraînements de 4 heures, etc. Faut vraiment avoir le temps. C'est un sport de chômeur un petit peu, on va pas se mentir, hein. Ah oui, oui, Ouais, totalement. ouais, ouais. C'est compliqué, hein. En fait, t'as deux options. Soit t'es chômeur, soit t'es coach. Voilà, c'est tout. Sinon, ça fonctionne pas. Ouais. Mm. Du coup, justement, on parlait de tout ce qui est compétition. Là, on a vu récemment un gros jump au niveau des minima pour les Ouais. France. Justement, moi, j'aurais aimé avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Peut-être le bon et le moins bon, parce que je pense pas qu'il y ait une réponse toute faite. Si, je pense qu'il y en a une. Ok. Vas-y, vas-y, Luc. Il a l'air Vas-y. Bah, décidé, il a l'air décidé. il y a beaucoup de gens qui disent oui, les minima sont trop hauts, mais enfin, déjà, je comprends pas qu'on mette des minima alors que bah, on prend qu'une certaine partie. Tu vois, si on prend les top 7 athlètes, bah, pourquoi on met des minima? Bah, Ok. dans l'idée, En après, sauf fait, si on veut je peux réguler la t'expliquer compète, pourquoi. je vois Je pas peux trop. t'expliquer pour. En fait, on met des minima, c'est parce que justement pour filtrer. Parce que je pense qu'aussi au niveau, comment dire, gestion, les années passées, il y avait énormément de monde qui postulait. Et là aussi, c'est pour limiter, tu vois, aussi. Il y a cet Ok. aspect-là. Mais après, t'as pas totalement tort non plus, ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça doit être horrible d'ouvrir le Google Form après avoir vu les inscriptions. Mais en même temps, il n'y a pas de minima assez haut ou assez bas. Enfin, s'il y a 7 ou 8 athlètes qualifiés, c'est que bah, les minima, ils étaient corrects, du coup. Ça veut dire que les gens, ils ont réussi à atteindre le niveau. Donc, il n'y a pas de minima trop. Après, ce qui est Donc, particulier, par exemple, c'est que l'année dernière, en moins de 66, les minima, c'était 355. Il y a eu que 5 ou 6 inscrits sur 8, je crois. Et cette année, ils ont pris plus 15.
Donc c'est pas logique, mais je pense quand même que la catégorie sera remplie sans problème. Donc toi, voilà, Luc, il est en moins de 66 et le minima, il est à 365, c'est ça? Ils sont à 370 et l'année dernière 70. ils étaient à 355, mais la catégorie n'avait pas été remplie. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'avaient pas participé aussi. Et toi, donc, tu vises 400 de total, c'est ça? Ah, non, Aïe, aïe, aïe. 400 c'est beaucoup. Non, déjà une qualif à 390 ce serait bien. Et à voir si je peux déjà restituer mes performances en compétition, ce serait déjà énorme. Après, de toute façon, si je fais 390 pour les qualifs, on le saura samedi. Mais sauf que là, le podcast, il est tourné, je sais pas quand, et je sais pas quand il sort, donc j'en sais rien. Ok, ok. Et Tom, Mais alors, c'est quoi ton avis sur les minima? La question était, est-ce que c'était pertinent de mettre des minima? Ou est-ce Non, que c'est bien que ça augmente? ton avis global sur les minima, peu importe, hein, qu'ils soient bons, moins bons. Bah, moi, je pense que pour en tout cas les championnats de France, mettre des minima, enfin, je pense pas qu'on puisse dire que les minima ils sont trop hauts, c'est les championnats de France quand même. Et en fait, le truc, c'est que bah, ces dernières années, les précédentes éditions, bien que l'année dernière, il y a quand même eu un gros jump au niveau des minima. Ben, c'est un sport, comme vous le savez, qui est en permanente évolution. Du coup, les premières éditions de la FNSL, tu pouvais te qualifier sans forcément être le meilleur national dans ta catégorie. Maintenant, ça devient vraiment un sport sérieux, un sport à part entière. Donc ça va Hmm. filer comme le power. Il va vraiment falloir être d'un niveau élite pour participer au championnat de France, ce qui est normal. Donc pour moi, je n'y vois pas forcément d'inconvénient. Ce qui est peut-être un peu plus chiant, ça va être pour les pratiquants justement qui veulent faire leur première compète, mais j'imagine qu'il y aura des compétitions adaptées à tout niveau à terme. Donc non, pour moi, c'est la suite logique des choses. Ok, ouais. D'accord. Bah, moi, pareil, enfin, je trouve que les minima sont justes, on va dire, même si ça peut faire peur quand on les regarde, quoi. Mais je pense que ça va le faire et que les KT vont quand même être remplis. De moins de 66 au plus de 94. Il y a eu des fusions d'ailleurs au niveau des grosses KT. Avant, il y avait moins de 104, plus de 104. Ça n'existe plus parce que justement, ils se sont alignés sur Final Rep pour avoir les mêmes types de KT, donc juste plus de 94. Même si moi, par contre, là-dessus, si j'avais un petit mot à dire, je suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est peut-être pertinent actuellement, là, enfin en 2024, mais peut-être qu'en 2030, ça sera plus pertinent. Faudra rajouter une autre KT encore au-dessus, même il y en a beaucoup moins, il y en aura beaucoup moins, parce qu'on n'est pas comme en Power. Voilà, on a un sport où quand même la composition corporelle est vraiment importante. Ouais. Et on peut pas se permettre de faire 120 kilos, quoi. Donc ok, ok pour votre avis, les gars. Bah, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, hein, mais je trouve que vous avez bien répondu. Et justement, bah, ça me permet d'embrayer parce qu'on disait que voilà, il y a les France et que c'est un petit peu embêtant pour les gens qui maintenant peuvent plus faire de compétition parce que c'est pas accessible et tout. Et justement, bah alors là, je m'adresse plutôt à Luc. Euh, Où est-ce que ça en est, Grand Est? Moi, j'ai envie de savoir. Et bah, les gens ont envie de savoir. déjà, déjà, il faut comprendre un truc, c'est que Grand Est, du coup, c'est une région, ok? Mais nous, on aimerait faire des championnats interrégionaux, donc il faudrait qu'on mixe le Grand Est, donc qui est la région, avec la Bourgogne-Franche-Comté, ok? Et du coup, je pense que on pourrait nous allier et ça ferait FNSL Nord-Est, par exemple. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de bonne salle qui soit ouverte et ben, on est en attente d'une bonne salle. Et pour moi, dès qu'il y a une bonne salle, l'équipe elle est déjà prête. Donc en gros, on attend. Moi, je sais que sur Besançon, là où je suis, on a des propositions, mais on me dit toujours la salle va ouvrir, mais bah, elle est toujours pas ouverte. Donc c'est un peu dommage, mais on est prêt, je pense, à faire une grosse compétition parce que ce serait trop bien et je pense que les gens attendent ça. Ok, donc peut-être en 2025 du coup? Je pense même que cette année, ça pourra se faire, mais je pense d'ici juillet-août, une salle qui ouvrira. Et en fonction de ça, on pourra voir si on peut faire des compétitions. Parce qu'il faut quand même qu'on ait une bonne salle, hein. On peut pas se permettre, je pense, de faire une compétition avec du mauvais matos dans une petite salle. Euh, Donc,
Ok, et justement, bah, dans cette ligue-là, il y aurait qui un petit peu à la gestion de la ligue pour que... Bah écoute, je pense qu'il y aurait ceux du Grand Est. Donc il y a Lino, Maxime, et il y a aussi Romain Richard, je pense, qui voudrait nous aider, qui est en Alsace. Et du coup, on serait une bonne équipe de quatre déjà en gros représentants. Mais pour avoir vu les compètes de Lino, par exemple, l'organisation, elle était mais magnifique. J'ai jamais vu ça. Les temps de passage étaient respectés à la minute. Donc je pense qu'on est quand même à même de faire une compétition comme ça, faut voir. Mais on a une bonne équipe en tout cas à être prêt, je pense. Ok. Et du coup, toi, c'est quand que tu fais Île-de-France, Tom? Tu prends en charge Île-de-France, non? Ah bah, Île-de-France, mon gars, ça arrivera pas, hein. Pas tout de suite, hein. Et surtout pas de moi, hein. Non, moi, les gars, je suis pas dans l'organisation, hein. Ça demande un boulot monstre, hein. Ça s'improvise pas, les trucs comme ça, hein. Non. Ouais. Mais par contre, Ok. il y avait pas une ligue Hauts-de-France qui avait été créée, qui existe toujours d'ailleurs. Si, ouais. Ouais. Et Mm. ça avance. Il faudrait leur demander, ouais. Je sais pas trop où s'en est cette Allez. affaire. Mais j'espère que ça verra le jour au moins pour 2025, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on va rentrer dans le vif un petit peu du podcast et pour vous expliquer, bah là, on va débattre un petit peu sur différents sujets d'entraînement, de coaching, etc. Et je commence justement avec la première question. C'est est-ce que c'est grave de ne pas tout le temps être à la depth de hanche, t'as vu, je suis précis, sur les dips. Donc je vous laisse la parole, les gars. Et voilà. Eh ouais, et attends, il faut savoir aussi un truc, tu vois, là je vous fais gagner du temps, c'est que le podcast, ils connaissent pas les réponses, ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez, les invités ne connaissent pas les questions à Les l'avance. questions. Ouais. Voilà, les questions. Donc voilà, les gars, maintenant c'est à vous. Qui veut commencer? Allez Tom, tu peux y aller parce que ben, j'ai déjà répondu aux précédentes questions. Ah, ok, c'est parti. On s'est mis dans un bourbier en acceptant l'invitation de Marco, en fait. On s'est mis dans un sacré bourbier. Ouais. Alors, bah, en fait, de toute façon, ce genre de questions, on va tous être d'accord, c'est toujours une question de nuance. Il n'y a pas de noir ou blanc, tu vois. Là, d'entrée de jeu, je me fais pas d'ennemis. C'est une question de nuance parce que, en fait, ça dépend ce que tu appelles ne pas être à la depth au niveau des hanches. Si vraiment parce que on a déjà vu passer ça sur les réseaux, des athlètes de streetlifting qui font des dips vraiment, et j'en ai fait partie pendant un temps, j'abusais de la flexion de buste et du coup j'avais un dips qui était vraiment extrêmement en portefeuille, ce qui fait que quand j'arrivais sur des grosses charges, bah certes mes hanches elles passaient peut-être un tout petit peu en dessous de la barre dû au poids en fait, parce que quand tu arrives à des charges 100, 110, 120, j'ai jamais soulevé 120, mais disons qu'à mon avis le poids va t'aider à faire passer tes hanches en dessous, mais la technique n'est pas la même. Et moi, quand j'arrivais sur du lourd, le fait d'abuser un peu de la flexion de buste et donc du coup de pas être à la depth sur toute ma montée de gamme, ça me portait énormément préjudice parce que j'avais pas exactement la même technique en fait au final. Donc du coup, moi je pense que est-ce que c'est grave de pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être à la depth au niveau des hanches? Je pense pas. Par contre, je pense que la majorité du temps, il faut y être, il faut s'habituer aux standards de compétition et en fait, le problème de pas être à la depth au niveau des hanches, c'est que bah, du coup, pourquoi t'es pas à la depth? C'est souvent lié à une flexion de buste qui est abusée par rapport à une extension d'épaule et une flexion de coude. Et donc du coup, si t'es trop habitué à faire cette flexion de buste, tu vas pas être habitué, justement, comme je disais juste avant, à bien pousser sur le dips. Tu vas plus avoir tendance à redresser sur ta phase concentrique. Et donc du coup, ouais, pour moi, t'es pas habitué au vrai mouvement de compétition. Donc, dans la majorité des cas, je pense qu'il vaut mieux être à la depth, en tout cas, même à l'entraînement. C'est comme si on disait, est-ce que par exemple, en traction, il faut toujours passer le menton au-dessus de la barre pendant les entraînements? Bah, pour moi, oui. Mais après, c'est que mon avis personnel. Et je vais laisser la parole à Luc. Il a une future carrière dans la politique, Ouais, notre Tom Renard. c'est ce que je disais. Ouais, les gars. Du coup, Luc, est-ce que c'est grave de ne pas tout le temps être à la depth de hanche? Bah, déjà, il y a une problématique, ça va être la morphologie. Il y a des athlètes qui vont atteindre la depth hanche très facilement alors qu'ils ont une grosse flexion de buste et d'autres non.
Donc déjà là, tu poses un cas où tu as des athlètes, ils vont devoir descendre ça d'amplitude, alors que d'autres, ils vont faire ça. Donc ça va être déjà compliqué, mais pour moi, il faut obligatoirement avoir les hanches qui descendent au-dessous des barres, sauf si tu as l'habitude d'avoir tes hanches qui descendent sous une certaine charge. On voit beaucoup d'athlètes qui n'ont quasiment jamais la depth au niveau des hanches, et quand ils arrivent sur leur 85-90% de leur RM, automatiquement la charge est tellement lourde que le bassin il descend, donc ils sont reps. Donc à voir si c'est vraiment utile de descendre ou pas. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des athlètes de haut niveau ont une technique qui descend avec une grosse flexion de coude et une extension d'épaule. Donc, quelle utilité d'avoir une immense flexion de buste, sachant que les athlètes de haut niveau ne pratiquent pas cette technique et ont des performances astronomiques. Et on remarque aussi que les gens qui ont une immense flexion de buste, en général, quand ils arrivent proche de leur 1 RM, ils s'écrasent en bas parce qu'ils n'ont pas le gainage nécessaire pour tenir la charge. Donc ça sert un peu à rien de compenser avec la flexion de buste si ton corps il n'est pas capable de maintenir une charge lourde. Voilà. Donc, pour moi, oui, il faut être au standard tout le temps. Ne pas abuser de la flexion de buste, ça sert à rien parce qu'il y a très 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 peu d'athlètes qui sont capables d'avoir cette technique en lourd. Et être au standard, ça me paraît la base si on ne veut pas se faire nos reps durant les compétitions. Ouais, bah vous Ah ouais. avez une bonne réponse complémentaire, notamment quand tu as évoqué la question de la morphologie. C'est vrai que chez les grands longilignes, c'est plus facile justement de ne pas être à la depth de hanche. Et chez les brévilignes, c'est plus facile. Et c'est ça en fait, cette notion de nuance. Ça, Tom aussi, je le rejoins beaucoup. C'est que pour moi, sur par exemple une gamme montante, c'est pas très grave si au poids de corps t'es pas pile à la depth ou un truc comme ça et que au fur et à mesure de l'augmentation du poids, tes hanches vont être à la depth. Donc ouais, c'est une question c'est des cas particuliers, mais c'est clair que dans la plupart enfin, quasiment tout le temps même, faut être à la depth, quoi. Faut être au standard, si en tout cas, ton objectif, c'est de faire des compétitions. Parce que si toi, t'en as rien à foutre, parce qu'il y en a aussi hein, des gens comme ça, c'est vrai on en entend beaucoup moins parler, mais des gens qui pratiquent juste en loisir, et il y a peut-être un mec ici qui pratique juste en loisir. Oui, Et non, non, mais il y a des gens, tu vois, qui aiment bien la méthodologie du street lifting dans le développement de leur physique et de leur performance. Mais ils n'ont pas un but vraiment de faire un jour de la compétition. Et ces gens-là, bah, c'est toujours mieux de leur faire faire des trucs au standard. Mais s'il manque un petit peu, c'est pas non plus la mort. Si, genre, par exemple, toi, tu vas jamais faire de compète, c'est pas dans tes plans, bon bah voilà, on s'en fiche un petit peu quoi. Donc voilà. Mais c'est vraiment des cas très particuliers. Vous avez très bien répondu les gars, même si j'attendais pas une réponse. Donc voilà. Donc ça c'était la première question. Allez, on La a passé deuxième le. question qui va vous intéresser, c'est et c'est une question un petit peu piège. C'est faut-il avoir une stratégie en compétition? Est-ce que ça serait pas surcoté d'avoir une stratégie en compétition? Et peut-être que je vais développer un petit peu la question parce que pour vous tendre des perches, est-ce que en fait la chose qui prime sur tout le reste, c'est de faire le mieux possible et que la stratégie en fait c'est un petit peu bullshit, par exemple dans la plupart des cas. En tant que coach ou en tant qu'athlète? Ça peut être les deux. Vous pouvez me répondre comme vous voulez. Vas-y, Luc. ok. Bah, déjà, avant de faire une stratégie, il faut essayer de prendre du plaisir, se dire, ouais, je fais une compétition, j'y vais quand même pour faire des performances que j'ai envie d'essayer. Mais je pense que la stratégie, c'est bien, mais il faut connaître quasiment tous tes athlètes. Parce que si tu arrives en compétition et que tu connais que 3 gars sur 8, peut-être que tu vas avoir le lead sur les 3 premiers lifts et il y a un gars qui va ouvrir à 250 au squat et toi tu vas ouvrir à 180 et tu vas te dire, ah bon, bah d'accord, j'ai fait une stratégie qui sert à rien parce qu'il y a 4 mecs qui ont des squats avec 50 kilos de plus. Donc pour moi, déjà, il faut bien bien connaître ses athlètes. Ça peut être sympa de mettre la pression aux autres si les performances que tu as sont quasiment les mêmes que les autres. Mais c'est, pour moi, c'est quand même obligatoire d'avoir un plan. Tu vois, tu peux pas arriver en compétition si tu sais pas vraiment ce que tu vas faire.
Moi, je sais que tous mes athlètes, ils ont un plan de match avec 4 propositions à chaque fois en fonction de leur état de forme. Et le but, c'est d'aller quand même chercher les meilleures performances en fonction de leur état de forme. Et s'il y a possibilité de gratter vers la fin des places, on le fait. Je sais que ça m'est arrivé pour quand même 2 de mes athlètes. Tu vois, le fait d'avoir tout le temps le téléphone et la fiche de match en permanence pour voir où on en est, fait que bah, j'ai réussi à les amener sur des grandes places. Mais je dirais quand même priorité au plaisir, priorité à connaître tous les athlètes avant de pratiquer une stratégie et ensuite mettre en place une stratégie. Mm. Tom? Bah, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Luc. En vérité, je suis d'accord avec les points qu'il a notés. Peut-être ajouter un truc que tu as peut-être même dit, je crois, mais tu peux pas vraiment non plus avoir une stratégie noir sur blanc qui va pas changer. Ça va être, disons, une stratégie évolutive. Tu peux poser, comme a dit Luc, justement des choix de barres en fonction de ton état de forme, en fonction de l'évolution de la compétition, s'il y a moyen de gratter des places ou pas. Mais après, s'il n'y a pas moyen de gratter de places et que toi, tu es là, tu veux juste donner le meilleur de toi-même, est-ce que ça sert de pousser la stratégie extrêmement loin? Pour moi, non. Après, si vraiment ton but, c'est de gratter le maximum de places et que tu es en capacité de le faire, bah ouais, go avoir une grosse stratégie, go analyser les autres athlètes en fonction de leur forme du jour aussi. On l'avait vu avec la FNSL en moins de 73, quand Franzi avait malheureusement pour lui, il avait contre-perf le jour J, bah, en fonction des données du jour J, bah, les gens qui étaient en dessous et qui voulaient gratter des places, bah, ils ont analysé ça, ils se sont dit, ok, bah là, il y a moyen de le rattraper sur ça, il y a moyen de le rattraper sur les dips, sur le squat. Et c'est comme ça que c'est Johan, c'est ça que Johan a réussi à finir premier. Il a été assez stratégique là-dessus. Dans ces cas-là, ça sert. Sinon, si tu veux juste kiffer et que t'es pas trop en capacité de gratter des podiums ou quoi, amuse-toi, frérot. Hmm. Ouais, donc ouais, je pense que c'est encore une fois une question de nuance et de comment dire cas particulier dans le sens où si par exemple vous participez à une compétition nationale inter, bah là forcément faire une stratégie en fonction de la concurrence va pouvoir être pertinente. Mais si par exemple c'est votre première compétition, vous avez jamais fait de compète, vous faites une compète régionale ou une compète enfin, individuelle, on va dire, privée, bon bah là, je pense que la priorité, effectivement, bah, c'est plus le kiff et c'est faire le mieux possible. Mais avoir une stratégie, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, à moins encore une fois, cas encore particulier, vous avez un passif sportif, vous étiez sportif de haut niveau, vous vous êtes reconverti dans le street, vous avez une progression faramineuse hyper vite et tout, vous avez déjà un hyper bon niveau alors que ça fait 6 mois que vous faites du street. Bon bah là effectivement peut-être que ça va pouvoir être intéressant. Mais dans la plupart des cas, en fait, alors personnellement, en tant que coach, je leur dis toujours à mes coachés que la première compétition, elle est hyper importante et décisive sur la suite de leur pratique. Pourquoi? Et pourquoi aussi il faut pas se mettre trop de pression et trop d'attente sur la première compète parce que ça peut avoir l'effet totalement inverse, l'effet recherché totalement inverse. Ça peut les dégoûter de la compétition et même dans les cas les plus extrêmes, ça peut faire en sorte qu'ils arrêtent totalement la pratique et alors bah, ils se disent bon c'est pas fait pour moi le street, c'est trop dur, c'est trop machin. Alors que si on va à la compétition en mode on va faire le mieux possible, on va essayer de kiffer, on va pas non plus avoir des attentes hyper élevées, notamment sur les troisièmes essais. On va quand même s'approcher d'un RPE, allez, 9,5, mais on va pas chercher un truc avec un grind de 1 minute. Bon, bah voilà, et souvent, enfin, de toute façon, dans tous les cas, quand ça se passe comme ça, les gens ils sont hyper satisfaits et ils en reveulent. Après, ils veulent encore refaire des compétitions, ça leur donne envie. Et là, après, bah, aux prochaines compétitions, vu qu'on a pris de l'XP, bah là, on va pouvoir commencer gentiment à faire des stratégies, des choses comme ça et tout. Mais pour moi, vraiment, le conseil que j'aurais à vous donner aujourd'hui, c'est si vous faites une première compétition, ne vous mettez pas trop d'attentes et faites les choses correctement. Vous aurez tout le temps après
de faire des stratégies. Mais en fait, dans le street, c'est comme ça, mais dans tous les sports, et je dirais même que c'est dans la nature humaine, en fait, on veut tout de suite, maintenant. On veut, en fait, il y a des gens, ils se comportent comme des mecs, enfin, des athlètes de haut niveau, alors qu'ils sont débutants, les gars. Ouais, j'allais Vous, en parler de ça. Ouais. vous êtes débutant et genre ouais vous allez tout niquer machin, vous allez rien niquer du tout. Vous non mais vous faites votre compétition, kiffez et soyez pas là à faire les fous. Enfin voilà. Bon ça c'est des cas particuliers mais heureusement la plupart des gens ils sont pas comme ça. Mais après ça aussi je pense que ça vient un petit peu aussi avec la maturité. On voit surtout ça peut-être chez des très très jeunes, des mecs qui ont 16, 17, 18, 19, enfin voilà. Mais après, souvent les mecs qui ont entre 25 et 35, ils ont pas cette mentale-là. Mais voilà, moi je ferme la parenthèse là-dessus, j'ai bien parlé. Si Après, vous avez des trucs à rajouter. mea culpa de ma part, j'ai un peu fait partie de ces athlètes-là, je vais pas mentir, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'étais en mode, ouais, ils vont voir, je vais tout niquer à la FNSL, mais rien du tout, rien du tout. Et c'est vrai que j'avais tendance à aussi beaucoup me manger le crâne, à me prendre la tête quand les entraînements se passaient pas bien, etc. Là, tu disais, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une stratégie pour ta première compète? Bah, ça rejoint un peu ça. Est-ce que c'est vraiment important de suroptimiser tous les facteurs de l'entraînement, de la nutrition, sommeil, etc. dès le début ou pas? Tu vois, c'est ça. Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Moi, je sais que ça m'a fait péter un câble à un moment. Mais ouais, il y a beaucoup de pratiquants qui sont plutôt débutants, etc., qui se comportent comme des athlètes de haut niveau. Et du coup, ça dégoûte beaucoup de pratiquants. Ouais, en plus je pensais pas du tout à toi quand je disais tout ça. Ah, mais moi, je pensais à moi, mec. Je pensais Ah à ouais. moi. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage en fait. Parce que aussi, bon, il y a aussi un facteur qui est de plus en plus présent, c'est les réseaux. Et bah, les gens, ils se comparent, ils sont matrixés par ce qu'ils voient en termes de performance. Ils pensent que tu peux progresser en 6 mois. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on parlait des minima France. Quel sport actuellement en 6 mois, un an, vous faites les France. Et vas-y, Mais oui, dites-moi mais un bien sûr. sport. Et en fait, le truc, c'est que va falloir intégrer que maintenant, et de plus en plus en street lifting, va sûrement falloir aller 3 4 5 voire plus pour certains, années de pratique avant de faire les France, en fait, de pouvoir faire les France. Et moi, je dis ça souvent, et c'est pas pour vous dégoûter, mais il y a des gens, actuellement, ils s'entraîneraient pendant 20 ans, ils auraient pas le niveau France, en fait, parce que aussi, ça, Bien on n'en sûr. parle jamais, mais Bien sûr. il y a tout l'aspect génétique qui rentre en ligne de compte, les antécédents aussi, on en a parlé. Mais et c'est pas grave en fait. Et c'est là aussi que je rejoins Luc quand il dit que bah le principal c'est de kiffer. C'est parce que on fait pas un sport pour être stressé, angoissé, mal dans sa peau. C'est tout l'inverse en fait. L'intérêt du sport c'est être bien dans sa tête et dans son corps. Et le principal c'est l'adhérence à ce que vous faites, c'est de kiffer. Donc je rejoins vachement Luc aussi sur le plaisir. Ouais, après, faut pas oublier que quand tu es débutant ou intermédiaire, ce qui te donne envie d'aller en compétition et de continuer, c'est tes performances. Si tu arrives en compète et que tu contre-perf, je pense pas qu'il y ait un gars sur Terre qui va dire: Oh, j'ai fait une compétition, c'était super. Les gens, ils ont envie de progresser. C'est pour ça que peu importe le niveau, les gens ils se disent: Ah, faut que je me donne à fond. Non, c'est bien de se donner à fond, mais il faut voir la réalité. Si on contre-perf, c'est normal. Et moi, je dis à tout le monde, peu importe votre niveau, faites des compétitions parce que c'est trop bien. Et on manque vraiment de compétitions amateurs. Je suis allé il y a pas longtemps à une compète à Alkirch, donc c'était niveau amateur, mais il y avait quand même un bon niveau. Tu vois, il y avait quand même des belles performances. Mais il y avait aussi des gens qui étaient très débutants. Il y avait des mecs qui faisaient des tractions à 20 kilos, tu vois, c'est des débutants, mais ils ont pris un plaisir de fou et on manque de compétition amateur. Et franchement, j'ai jamais autant voulu faire une compétition que j'ai vu les gens contents de performer, tu vois. Tu vois, faut vraiment discerner le je veux aller Ouais. aux France, non, Ouais. calme-toi, fais plutôt des compètes amateurs et tu prendras un plaisir de fou parce que bah, tu Mm. gagneras rien. La réalité, quand on gagne aux France, on a une médaille en bois, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois,
tu gagnes quelque chose, mais prends du plaisir aussi. Et surtout à l'entraînement, te mets pas un stress et une prépa de fou pour au final être déçu de toi-même sur une compétition, ce serait dommage. C'est... Là, je trouve que tu as parlé d'un truc qui est super important et que moi, je mets sans cesse en avant. Franchement, enfin, déjà en tant que coach, bon, voir un athlète progresser de n'importe quel niveau, c'est hyper gratifiant. Tu kiffes presque autant que lui, finalement. Ouais. Mais même voir quelqu'un que tu connais pas se dépasser, performer avec peut-être des performances qui sont vraiment débutantes, mais qui s'arrachent, moi je trouve ça aussi beau en réalité. Et là, je fais pas le mec politiquement correct ou quoi, parce qu'il y a des gens peut-être ils seront pas d'accord avec moi et dire ah ouais on s'en fout, une traction à 20 kilos ça impressionne qui et tout. Mais en fait moi un mec qui se fout dans la zone, qui donne tout pour performer, bah moi je trouve ça, je mets ça sur la même hauteur en fait qu'un mec qui a déjà un niveau élite quoi, tu vois. C'est le mec qui veut progresser, il se la donne. Bah moi je trouve ça beau dans tous les cas et moi j'encourage ça aussi de fou. Et c'est pour ça qu'on veut aussi développer les ligues FNSL régionales et tout. C'est pour rendre accessible aussi à tout le monde. Parce qu'actuellement, ça c'est peut-être une question aussi que j'aimerais bien vous poser. Et quel regard que vous avez sur le streetlifting aujourd'hui en 2024? Est-ce que vous trouvez pas justement que ce qui nous limite beaucoup dans ce sport, c'est le côté élitiste et que justement on le voit dans tous les sports. Je le vois par exemple dans le foot. Je m'intéresse pas du tout au foot, mais il y a beaucoup plus de foot amateur. J'ai l'impression que le foot vit beaucoup plus à travers, on va dire, ce foot amateur que les grandes compétitions, même si bien évidemment ça donne de l'engouement au sport, etc. Mais la masse, en fait, la masse du sport, c'est 95% d'amateurs, quoi. Mais bon, on manque de compétition, on manque, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'on vit sur une planète où pour être bon dans ce sport, il faut avoir un squat à 250, un dips à 130. Non, on fait un sport déjà pour le plaisir, on veut performer, mais faut pas se comparer aux athlètes de haut niveau si on n'a pas 5, 10, 15 ans de pratique, ça sert à rien. Mm. C'est à part se bousiller le crâne, moi le premier, j'ouvre mon téléphone, je vais faire 4 stories, je vais voir un mec qui va prendre mon père en muscle up, il va faire 10 reps et je vais faire ah ouais d'accord, donc ce mec-là il est plus fort que moi, il a 2 ans de pratique en moins. Faut se comparer à soi-même, Mm. avancer avec soi-même, peu importe votre niveau, progresser et juste kiffer. Mais après Ouais. évidemment, là je suis dans une phase de prépa, mentalement, je me tue, hein. Je suis pas là, oh là là, j'adore faire des dips. Genre, je prends du plaisir, mais j'ai quand même une grosse mentalité où je veux atteindre une grosse compétition. Oui. Mais Mhm. c'est un peu un cas particulier parce que je vais aller au France et je veux pas aller dans une compète amateur. Mais au début, le premier réflexe à avoir, c'est je me fixe un objectif d'une compète, je prends du plaisir et après j'avise par la suite. Mais la Mm. majorité des gens, ils ont déjà un travail, ils ont déjà une vie, tout va bien et ils se mettent trop de pression pour un sport où ça leur rapportera rien et ils s'en rendent pas compte, ils sont juste malheureux de faire ça. Mm. Ouais, ouais, et puis je pense que ça va évoluer justement avec l'apparition des ligues, parce que là, en gros, actuellement, tu regardes, t'ouvres Instagram, c'est quoi les possibilités? Enfin, les possibilités sont assez réduites. C'est ouais, bon bah vas-y, moi mon objectif c'est de faire les France parce que bah je vois il y a quasiment que ça comme compète. Mm. Alors que quand il y aura toutes les ligues qui seront créées, et d'ailleurs nous on le voit dans le Grand Ouest, moi je trouve ça génial que les mecs ils ont vraiment une appétence on va dire pour les compétitions interrégionales et pour même les titres qui en découlent. Nous maintenant dans le Grand Ouest, être champion Grand Ouest, c'est aussi quelque chose. Et ça, j'ai vraiment hâte que ça apparaisse dans les autres coins de la France, parce que justement, ça mettra des choses atteignables avec différents paliers, différents niveaux. Et je pense qu'on c'est comme ça aussi que le sport, il va encore plus Bien exploser en sûr, fait. bien sûr. En vrai, si on devait faire passer un message à tout le monde, ce serait, peu importe votre échelle, essayez de faire des événements, des compétitions, parce que c'est... En fait, si vous regardez les gens faire et que vous critiquez les gens faire des compétitions, ça avancera pas. Il faut essayer de faire des événements, parler du sport, créer des compétitions, et là, ça fonctionnera, les gens auront envie de continuer, on aura un sport qui grandit.
Mais ouais, j'ai trop hâte qu'il y ait une FNSL Nord-Est. Je sais que par exemple dans le sud c'est un peu compliqué, il n'y a pas trop d'événements. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faire des événements, il faudrait le faire en fait. Genre il faut que les gens fassent des compètes, il faut que les gens organisent des trucs pour que notre sport il fonctionne mieux. Parce que si on se base que sur de l'élite, dans 2 ans on est fini, hein. Les gens ils vont se Ouais. dire ah ouais mais c'est quoi ce sport? C'est inatteignable, Ouais, tu vois. Et les gens vont ouais, Ouais. c'est juste clair. être déçus. Ok. Je passe à la question suivante. Donc là, c'était faut-il avoir une stratégie en compétition? Si vous pouviez donner, les gars, trois activations qui vont débloquer les progrès, peu importe le mouvement, euh, des activations banger, des trucs qui ont changé votre vie à l'entraînement, qui vous ont fait passer de 50 autres actions à 100 kilos. N'hésitez pas à donner à nos auditeurs. Vas-y Tom, Mais commence. quand tu dis une activation, qu'est-ce que tu entends par activation? Une activation musculaire, genre un truc que tu fais dans ton échauffement qui a fait que Pas putain des ça tips, a pas résolu. des tips techniques. Non, 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 qui a résolu un problème, un truc, je sais pas, tu vois, par exemple au dips, t'arrivais pas trop à avoir une dépression scapulaire, t'as fait une activation, bim, t'as eu un dips qui était incroyable. Au squat, pareil, t'avais une excentrique qui était pas assez contrôlée, t'as fait un truc, bim, ça a tout changé. Est-ce que vous avez des choses comme ça Alors, du à coup, partager? j'ai commencé par le squat. Je sais pas si ça rentre dans ce que tu as dit, mais il y a un exercice, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'exercice qui te permet d'entraîner ton bracing où tu te mets sur le dos, tu mets une kettlebell sur le ventre Le et dead bug. ouais, le dead bug et tu t'entraînes à repousser la kettle. Ça m'a vraiment fait comprendre comment bien brace et ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment vu une différence parce que en vrai, la majorité des pratiquants quand ils squattent, ils prennent un maximum d'air en mode Kirby et ils savent pas vraiment brace, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si Ah évident. oui, totalement, ouais. Et là, les gars, écoutez Tom. Voilà. Écoutez, vous enregistrez le passage là et vous l'écoutez plusieurs fois avant de vous entraîner, s'il vous plaît. Merci. Ah mais cet exercice, le dead bug, il est incroyable parce que brace, c'est pas simplement prendre le plus d'air et comprimer tout comme ça. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Et faut l'entraîner le bracing. La ceinture, faut apprendre à l'utiliser. C'est pas magique. Tu mets pas une ceinture et boum, t'exploses. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Donc, ça, je dirais ça pour le squat. Après, je sais pas vraiment si c'est une activation, mais le fait alors j'ai pas d'exercice spécifique, mais le fait en général de mieux essayer de sentir son dos sur le muscle up et sur les tractions, ça m'a vraiment aidé à tirer plus haut et à passer un mini palier sur le muscle up. Alors j'ai pas Mhm. d'exercice d'activation en particulier. Nous, ce qu'on disait souvent avec Luc, c'était en fait quand tu es en bas de ta traction de ton muscle up essayer de, alors, pas faire une dépression, une rétraction des omoplates parce que tu vas pas avoir l'ordre de départ, c'est pas possible, mais d'avoir une très légère contraction isométrique, pas une rétraction, une dépression, mais une très légère contraction isométrique où tu sens tes dorsaux, tu les sens qui sont là. Et ça, c'est un petit tips, moi, qui m'a permis de beaucoup plus tirer avec mon dos. Alors que quand j'étais en chin-up, par exemple, je tirais beaucoup avec mes bras et les épaules un peu vers l'avant. Et le fait de faire cet exercice, ça m'a vraiment aidé à bien tirer avec le dos sur ma montée de gamme. En fait, je faisais Ok. cet exercice sur la montée de gamme. Donc Après, mind connection ouais, cerveau-muscle quoi. c'est un peu ça. Ok. Et bah, je vais laisser Luc pour d'autres activations parce que là, j'ai pas spécialement d'inspiration. Sinon, c'est plus des tips techniques qui me viennent en tête, mais des activations musculaires à proprement parler. Euh, non, j'ai pas. Si, sur le squat, dernier truc, mini tips, je faisais une sorte, j'ai l'air con comme ça dans la salle quand je fais ça, mais je faisais une sorte de marche de crabe. Je sais pas si tu vois ce que c'est, genre. Bah si, J'ai je pas fais exactement ça. Ah, Je je le suis fais mort. ça. En fait, Pour ouais, activer les moyens fessiers ouais, ouais, avec un ouais, élastique. Ouais. exactement, bah voilà. Et bah, ça, c'est banger aussi. Eh Tom, je te kiffe, mec. Ouais, merci, mec. Vas-y, Luc. Bah, en termes d'activation musculaire, bah, en gros, tout ce qui est lié à l'échauffement, en fait. Ouais, exactement. Ok.
Bah, déjà sur le tirage, il l'a dit, Tom, il faut apprendre à savoir rétracter ses omoplates pour éviter de trop tirer avec des mauvais muscles et éviter d'avoir des mauvaises compensations. Ça passe par apprendre à utiliser ses omoplates, se filmer, regarder, ressentir, utiliser des élastiques par exemple au muscle up, je pense, pour de la post-activation, la pré-activation des dorsaux. Au dips, un exo, moi qui m'a bien sauvé, c'est faire un immense boulot avec la paume de main, où je venais chercher à englober le plus de surface possible sur ma station pour bien ressentir le fait que je sois sur ma station, bien ressentir le fait que je peux protracter et faire ma dépression scapulaire sans aucun problème. Et quand tu descends, le fait d'avoir beaucoup de surface de paume sur ta station fait que tu peux engager beaucoup de muscles. C'est la même chose au squat. Si tu as uniquement l'avant du pied qui force, bah, tu pourras pas développer un plein potentiel au niveau des quads. Il faut vraiment que tu aies l'entièreté du pied, le pied tripode, qui soit au sol pour engager le plus de muscles. Après, un exo qui peut bien marcher chez des débutants qui stagnent par exemple sur des charges pour de l'activation musculaire, bah, il y a le PAP post. Enfin, je l'ai plus. Mais tout ce qui est lié avec la potentiation, le fait de des racks ou de se positionner avec une charge lourde fait que tu vas activer des zones musculaires peut-être que tu n'utilisais pas avant. Et si tu changes de charge, potentiellement, t'as d'autres muscles qui vont s'activer. Sinon, bon échauffement, un cardiovasculaire, articulaire, musculaire. Et ensuite spécifique. Je sais que par exemple sur les mouvements de haut du corps, faire du holo, ça peut aider. Ou alors tout simplement essayer de reproduire la position de gainage qu'on veut avoir sur son mouvement au sol pour faire bah, une préactivation, je sais pas moi, de sa sangle abdominale avec tous les muscles qui sont autour. Mais surtout chercher ses faiblesses. De toute façon, si tu analyses bien un mouvement et que tu connais ta technique correctement, si tu vois que tu as des creux lombaires et que tu es incapable d'utiliser tes abdominaux, bah, tu sais qu'il va falloir faire un gros boulot à l'échauffement. Même chose en tirage, hein. Si tu vois que tu tires qu'avec les épaules, bon, bah, il va falloir faire un gros boulot de rétraction scapulaire et faire des gros travaux sur tous les muscles que tu es censé engager mais que tu n'engages pas. Ok. Mm. Putain, c'est complet, les gars, hein. Un Putain, et dernier, toi... un dernier petit truc aussi. Vas-y, vas-y. Encore sur le squat, parce que les gars, c'est le mouvement que je kiffe. Le seul où je suis bon, MDR. Activez votre haut du corps sur le low bar squat. Moi, il y a vraiment une énorme diff quand j'ai compris que la barre, c'était vraiment le prolongement de ton corps sur le squat. Elle est vraiment ancrée quand tu es en low bar. Et donc, du coup, pour ça, il faut vraiment faire un travail d'échauffement sur le haut du corps. Parce que si tu t'échauffes pas au niveau du haut du corps, tu peux avoir des certaines douleurs au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Tu peux pas te sentir hyper à l'aise. Moi, je sais que quand j'étais en low bar, je faisais une dépression et une rétraction un peu vers l'arrière. Je contractais vraiment les dorsaux pour être vraiment très solide. Le haut du corps, c'est très sous-estimé sur le squat. Et comme au fait, le bas du corps est sous-estimé sur les mouvements de dips, de muscle-up et de traction. Donc, c'est, voilà, mettez l'accent aussi sur ça. Et oubliez pas de vous échauffer le haut du corps sur le squat. Bah putain, t'as vraiment bien résumé tout, j'aurais pas mieux dit. Surtout sur le bracing. Alors j'ai fait une vidéo YouTube complète sur le bracing et l'utilisation de la ceinture. Les gars, si vous êtes pas allé la voir déjà, je vous invite à aller sur ma chaîne Live Trainer et à consulter cette vidéo. Parce que moi je me bats tous les jours avec mes élèves. Parce qu'en fait, quand tu as l'œil, et l'œil c'est assez simple de l'avoir en réalité, tu vois tout de suite si quelqu'un sait brace ou pas. Mais direct. Et c'est exactement ce qu'a décrit Tom, c'est que les gens, la plupart, ils inspirent, ils font une inspiration plutôt thoracique, et en fait, ils font pas une inspiration intra-abdominale. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que euh, ce qui va faire que je vois ou non si le bracing est efficace, c'est si la zone au-dessus du pubis, elle se gonfle ou pas. Si genre je vois que ça bouge à ce niveau-là, c'est qu'en règle générale, t'as un bon bracing. Si je vois qu'il n'y a rien qui se passe et quand le mec il est sous la barre, je vois sa cage et ses épaules remonter, bon déjà là ça va pas du tout en fait. C'est que tu sais pas orienter le flux d'air. Et encore une fois, ce qu'a dit Tom, le bracing ça se travaille. La ceinture, c'est un accessoire qu'il faut savoir utiliser. Si je peux faire le parallèle aussi, c'est aussi pour ça que pour moi, à part dans certains cas spécifiques, c'est pas intéressant de ne pas utiliser la ceinture. C'est pas parce que t'es en début de bloc et que c'est facile qu'il faut pas utiliser la ceinture en fait, parce que ça je le vois souvent aussi. Ah ouais mais non mais là c'est en déload, j'ai pas de ceinture. Ouais mais du coup en compète t'auras une ceinture ou pas? Bah ouais.
Et du coup, tu penses pas que si tu l'utilises pas, même pendant le déload, tu vas en gros sacrifier un petit peu de temps de pratique avec la ceinture, tu sauras moins l'utiliser. Enfin, tu vois. Donc je reviens sur mon truc, sur le bracing. Pour moi, je crois qu'au squat, c'est le truc, le premier truc, c'est le dead bug. C'est, je crois, la première chose à apprendre pour avoir un bracing efficace. Pour avoir un squat efficace. Parce que ça va être, je pense, la première chose qui va être défaillante et qui va entraîner, en fait, une succession de défauts techniques, en fait, le bracing. Et pour moi, ouais, c'est encore sous-estimé. C'est un truc qui est bien implanté, qui a bien été développé en power, bien sûr. Mais en streetlifting, pour moi, il y a encore tout un travail éducatif et de martelage au niveau du bracing et de la technique au squat. Parce que forcément, bah, c'est un mouvement qui est très nouveau pour nous. Parce que bah, il est apparu que très récemment. Et les gens, ils ont vraiment un déficit technique sur ce mouvement-là qui est faramineux, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont un retard sur le squat par rapport à d'autres, et que même certains semblent surpris que pour avoir un niveau, on va dire, cohérent, il faut avoir un squat qui est quand même assez haut, quoi. Parce que maintenant, avoir un squat à 200, bah, si vous voulez être compétitif, c'est un petit peu la norme, quoi, hein. Les squats à 160, 170, ça c'est plutôt chez les femmes maintenant, quoi. Donc si vous voulez faire une transition, peut-être que ça vaut le coup, mais mais, mais, Dérapage, dérapage. Coupé. mais- bah voilà. Bon, en tout cas, ouais, le bracing super important. Du coup, il y aura encore d'autres trucs à développer en tips, mais globalement, vous avez abordé pas mal de trucs intéressants. Et justement, on parle de progression au squat. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. C'est quoi une bonne progression? Ah ouais? Quand Mais tu c'est dis quoi une ça? bonne progression par rapport C'est à... Alors, je vais rendre la réponse un petit peu plus facile. C'est quoi une bonne progression d'un point de vue général? Je pourrais même, moi, ce que j'aimerais que vous me répondiez, c'est une échelle de temps et une échelle de poids pour rendre le truc facile. Je vais peut-être même te donner deux cas spécifiques. Je vais te donner un premier cas. Un mec 1m75, 75 kilos, ça fait 6 mois qu'il fait du street. Il a un total à 300. Donc il a quand même un niveau, un petit niveau déjà. Euh, Qu'est-ce que ça serait une bonne progression? Donc ça peut être une échelle de ton choix. 6 mois, un an, peut-être un an c'est plus facile. Un an. Qu'est-ce qu'il peut attendre en un an de pratique? Sur le squat, du coup. Non, en termes de Ah, total. c'est très compliqué comme question, parce que du coup, on met pas en avant la génétique, on met pas en avant toute sa Bien sûr. récupération, tout ce qui est sommeil, nutrition. Un mec, je te dis un mec lambda, le mec il a un 35 heures, il travaille en bureau, c'est pas très fatigant, il gère bien son alimentation, il se fait coacher par Luc Men, donc normalement il va Ah, exploser, bah 500 de total en 6 mois, voilà. il y a pas de... Y a Euh, pas... non, alors il se fait suivre par un coach. Et puis voilà. Un mec, je te dis vraiment dans la norme qui a des contraintes un petit peu basiques. Et il a une génétique moyenne. Il est vraiment dans la moyenne à tout niveau, quoi, tu vois. Ouais. Bah déjà, vas-y, je vais te laisser vu que t'allais parler, frérot. Ouais, allez, vas-y, je suis chaud. Je t'en Bah, prie, mec. allez, on va prendre un an de pratique, sachant que du coup, total à 300, 6 mois de pratique, 1m75, 75 kilos, c'est ça? Ouais. Bah, je dirais que sur le muscle up, entre 5 à 10 kilos à l'année, c'est faisable. Traction, à peine plus, je dirais entre 10 et 15 kilos à l'année. Dips, entre 10 et 20 kilos. Après, évidemment, tout va dépendre des points forts, de la génétique, de la récupération. Mais et squat,
Squat, on se rend pas compte, mais généralement, un débutant, il est capable de prendre énormément de poids sur son squat s'il est bien coaché, donc entre 30 et 60 kilos. Attention, c'est une immense marge que je donne, mais pour moi, un PR plus prendre entre 50 et 100 kilos à l'année, c'est faisable. Sachant que 100 kilos, ça commence à être beaucoup sur le total pour moi en un an de progression. Sauf si tu es très 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 débutant. Mais si tu as un niveau intermédiaire, faire PR plus 100 en un an, c'est déjà exceptionnel, hein. Voilà. Je Donc pense que je dirais tu, ça. tu donnerais une moyenne à 50 quoi pour pas trop prendre de risques par an quand Pas t'es par an, Quand tu es pas un par an, intermédiaire, entre 50 et 100, je dirais, ouais. Ah ouais, ok. pas Donc par an. débutant, tu prends 150 quoi. Quand tu dis débutant, débutant, Bah débutant, c'est un total à 250 quoi, je dirais. ah franchement, en un an, 150 kilos, c'est quasiment pas faisable, je pense. Mais 100 kilos pour un débutant, c'est largement faisable en un an. Ouais, donc plutôt optimiste, Luc. Bah, ouais, non, pour moi, oui. En fait, le squat est tellement un mouvement où les gens se sous-estiment. Et s'il est vraiment mis à profit dans une programmation, on peut exploser. Puis avec un point fort. C'est sûr qu'il y a un point fort tirage ou push. C'est sûr que l'humain en face de toi, il est capable d'être fort en dips ou en tirage. Mais pour moi, largement. Ok. Si derrière, il y a quand même une hygiène de vie correcte, même si voilà, il travaille à côté, avec 4 entraînements par semaine, si tu travailles bien ta technique, que tu es correct à l'entraînement, pour moi, c'est largement faisable. Toi, Tom, alors? Bah là, déjà, on est parti du principe que dans ton total à 300, on avait à peu près des trucs cohérents entre les lifts. Bien évidemment, comme l'a dit Luc, tu vas progresser beaucoup plus vite en squat. Ensuite, c'est ton dips qui va prendre le plus de poids, ta traction, puis ton muscle up. C'est difficile pour moi de se prononcer au niveau du muscle up et de la traction parce que j'ai connu une très grosse phase de stagnation au niveau de la traction. Et je sais que c'est un mouvement où parfois ça peut être très difficile de prendre. Après, quand tu as 300 kilos, je pense que sur une année, bon 300 kilos, je sais pas à quoi ça correspond sur une traction, mais on peut peut-être expliquer. Ah, merde, à 40-50 kilos, je dirais. Ouais, 40-50 c'est kilos. ça. Ouais, c'est ça. Donc je dirais que sur 6 mois du coup, 6 mois tu peux prendre entre 5 et 12 et demi, admettons, un truc comme ça, c'est une fourchette assez large encore une fois, mais voilà, sur le muscle up, avec un total à 300, tu peux passer ton muscle up de 10 à 15, ça me paraît cohérent. Le dips, tu peux prendre, je pense, facile 15 kilos. Et le squat, tu peux prendre 30, 40, 50 kilos. Ça va vraiment dépendre. Le squat, c'est vraiment abusé. Parce que peut-être que la personne, elle s'est entraînée vite fait pendant 6 mois. Là, elle va prendre un coach, elle va exploser sur son squat. Moi, c'est ce qui s'était passé. Ou peut-être que il a déjà bien fait du travail sur le squat et donc du coup, il va prendre que 20-30 kilos. Bref, ça dépend énormément. C'est des fourchettes qui sont extrêmement larges. C'est une question très tendancieuse, Marco, hein. C'est pour vous mettre dans la sauce, les gars. En vrai, il n'y a pas Ouais, réellement de réponse. Ça dépend de trop de facteurs. Bien Mais sûr. si la personne est déterminée et qu'il a un coach, parce qu'on a surtout dit ça en fait. On a surtout dit que la personne avait un coach. Donc j'estime que le coach est capable, peu importe les contraintes qu'a la personne, de le faire progresser. Bien sûr. Enfin, 50 Les, kilos le... minimum à l'année. Ouais, moi, je dirais que, franchement, pour pas prendre de risques, vu que c'est quelqu'un vraiment dans la moyenne, je dirais 50 kilos à l'année, d'assurer, c'est quasiment certain. Et ah après, ouais, plus ouais, s'il y ouais. a, s'il y a affinité, mais ça dépend aussi beaucoup ouais, de là où il part sur le squat, etc. Mais bon, ouais, voilà, 50 kilos en tout cas pour moi, c'est une progression quand vous êtes débutant plus, on va dire, à l'année qui est largement envisageable, encore une fois, si vous faites les choses correctement. Parce que, euh, parce que voilà, ça peut être compliqué. Ok, Mm. donc ouais, c'était une question un petit peu bâtarde, mais c'est justement pour donner une idée aux auditeurs de ce qu'ils peuvent attendre en termes de performance. Parce que, en fait, voilà, c'est toujours les réseaux. Bon, les réseaux, ça a du bon, ça a du moins bon. Mais dans le moins bon, il y a aussi cette déconnexion du réel et de ce qu'il est possible de faire dans la réalité. Et donc, c'est bien aussi Mm. de rationaliser et de vous dire que vous n'allez pas faire, vous allez pas attendre 400 de total en 6 mois, à moins
que vous ayez un passif sportif de ouf et que vous fassiez déjà peut-être 90 kilos. Bah là, ouais, peut-être que c'est possible, mais bon, c'est des exceptions, quoi. Ouais. Ok. Tu sais, je voulais rajouter Wow. un petit truc, moi. Vas-y. En fait, je pense que c'est intéressant de demander à son coach un petit peu les perspectives d'évolution en fonction du profil. De toute manière, je pense que n'importe quel coach le fait, mais on pose des questions à son athlète. Je sais pas, moi je prends un formulaire, j'ai une vingtaine de questions. Ça va du prénom jusqu'à tes performances sportives, ton passé sportif. Moi je pense que ton coach il est capable de te dire, bah écoute, avec ton métier, ta vie, ta récupération, je pense que en tant de temps, si tu fais correctement les choses, c'est faisable d'atteindre tant de performances sur tel mouvement. Après, évidemment, tu lui expliques que bah, il y a des mouvements, tu vas peut-être stagner parce que c'est pas ton point fort. Il y en a d'autres, peut-être que tu vas progresser. Il y a peut-être même des mouvements où tu te dis je suis pas bon et au final tu vas devenir bon. Tu peux jamais savoir, mais une estimation est largement, tu peux Ouais, et largement puis donner une estimation. en plus, si toi, tu as après un passif avec justement d'autres personnes que tu as coachées, tu peux même lui donner comme exemple des profils qui lui ressemblent en lui disant, bon, bah tiens, un tel, tu vois, il avait les mêmes contraintes que toi, il a réussi à faire ça. Moi, je pense que c'est aussi possible pour toi. Et puis après, bah ouais, comme je disais, l'expérience, hein, quand tu as coaché des centaines de personnes, moi, je sais maintenant que d'entrée de jeu, même quand je l'ai au téléphone, euh, et ben en fait, la personne, je sais quel niveau elle peut atteindre en fait. En fonction de ce qu'elle me dit, son âge, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait avant, etc. Je peux le déterminer assez rapidement, quoi. Après, peu importe le profil que t'aies une mauvaise génétique, que t'aies pas de passé sportif, si t'es déterminé et que t'as envie, tu vas progresser. Il n'y a pas de, Exactement. moi, le premier à Merci, dire Luc. que. Non, mais je prends mon exemple, j'ai démarré et je faisais pas trois tractions, moi. Je ne faisais pas trois tractions et aujourd'hui, bah, peut-être que je suis nul en tirage, mais je suis content de dire que j'arrive à tirer plus de 50, tu vois. Ouais, j'ai soulevé ma première barre au squat, je t'assure qu'il n'y avait pas 80 kilos. Je pense que j'avais fait des séries à 50 kilos, pourtant je pesais peut-être Tout pareil. 65 Ouais. kilos. J'étais nul, j'avais aucun passé sportif, j'étais nul. Mais j'ai toujours bien fait les choses, déterminé. Et aujourd'hui, tu vois, si j'arrive à faire une grosse compétition, bah, tu vois, je serais fier de moi, tu vois. Donc il faut Mm. jamais lâcher. Et si tu es déterminé, que tu as envie et que tes priorités dans la vie, c'est réussir dans ton sport, évidemment, tu vas réussir. Et Ouais, oui. et un truc aussi, c'est qu'il faut dire, c'est progresser en dips et en squat, mais stagner sur ton tirage, c'est progresser dans l'ensemble. Ah bah oui. Parce que c'est très compliqué à arriver à un certain moment de progresser sur les 4 lifts. C'est même quasiment impossible. Donc ça, c'est aussi un truc à intégrer. Après, là, ta question, ça, c'était plutôt situé sur un pratiquant à 300 kilos. Donc oui, là, il va pouvoir progresser partout. Mais plus tu vas monter, plus augmenter les 4 lifts d'un coup, ça va être extrêmement complexe. Ok. Et bah, on a bien fait le tour. Et puis, bah, j'aurais une dernière question pour vous, les gars. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans le street lifting? Allez, Tom, vas-y. Moi, je pense que bah, on va partir du principe parce que je pense que c'est ça qui peut rebuter la plupart des pratiquants. C'est pratiquants masculins et féminins confondus, on est d'accord. Ouais. Ok. Je pense que ce qui fait peur au début, c'est le fait de pas forcément être accompagné, de pas avoir l'ensemble des connaissances théoriques, pratiques, techniques, et du coup, tu essayes d'élaborer un programme, t'échafaudes d'un truc, mais tu te rends compte que voilà, tu essayes de tout optimiser, mais tu sais pas trop dans quelle direction aller. Je pense que c'est ça qui peut rebuter au début, où tu essayes de trop faire un truc parfait, tu te lances pas, t'agis pas, parce que tu vas avoir le plan parfait pour commencer à agir. Moi, je dirais, arrête de consommer du contenu, va à la salle, va t'entraîner, commence à t'entraîner, et au fur et à mesure, t'ajustes. Toujours dans cette idée d'amélioration, mais tu peux pas commencer dès le début avec toutes les informations du game, sauf si tu prends un coach. Et dans ces cas-là, bah, c'est un choix personnel, c'est un investissement à faire. Mais si t'as pas les moyens de prendre un coach, va à la salle, et puis petit à petit, je sais pas, améliore ta technique, améliore ta programmation, améliore ceci, améliore cela, et puis voilà, mais tu peux pas t'attendre à commencer avec une programmation absolument parfaite. Moi, je sais qu'il y en a, ils veulent trop avoir the plan parfait et du coup, ils commencent pas. Et si tu veux vraiment être assuré, bah, prends un coach ou une Ouais, et formation. puis en plus, même si t'as pas un plan parfait, dans tous les cas, si t'es débutant, tu vas progresser, hein, donc, Ah oui, oui, non, mais clairement, clairement. Et n'attends pas aussi d'avoir forcément tout l'équipement du monde. C'est pas grave si t'as pas l'équipement en squat, tu peux commencer à squat, c'est pas la mort.
On peut pas commencer si on n'a pas une ceinture A7? MDR. À 300 euros? À 300 euros. Non, non, bah, Euh, faut commencer. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bien? Parce que j'hésite à me la prendre celle-là en plus là, avec Celle-là, là? ouais, parce qu'il y a différents crans, alors que la SBD, des fois, t'es entre deux crans. Moi, je trouve Eh qu'elle est bah, Marco, vraiment. tu veux une réponse? Tu veux la réponse qu'il te faut? J'avais la SBD durant 2 mois et j'ai toujours été entre deux crans, peu importe mon poids. Je me suis dit, je vais tenter la A7 et franchement, oui, c'est game changer. Mais toi, faut savoir un truc, parce que les gens ils le savent pas ici là. Ce mec, il m'a fait acheter des genouillères, ok? Des genouillères pas à 50 euros, hein, des genouillères à 140, un truc du genre, tu vois. Et du coup, par contre, j'avoue, moi, je valide à fond, hein. D'ailleurs, je saurais même pas prononcer la marque. C'est quoi la marque déjà? Ansu, tu dis? Un sous Ansu. power. Ouais. Non, mais en fait, attends, on passe d'une question où tu dis, ah, qu'est-ce que tu pourrais dire à un débutant qui n'ose pas se lancer à acheter les genouillères les plus débiles, rigides et chères du marché pour prendre 5 kilos sur votre squat. Non, on peut pas dire ça. Bon, je vais me prendre la A7. Je te laisse répondre. Excellent. Non, la 7 elle est vraiment bien. Mais pour le prix, c'est n'importe quoi. Elle est à combien la A7 d'ailleurs? 300. 300 balles. 300? Ah ouais, ils sont plus 289. chers que SBD maintenant alors. Et Mm. franchement, le cuir est de moins bonne qualité. Ok. Mais le fait Oh qu'il y ait... Après, attention, j'ai une petite astuce. A7, c'est fabriqué par Pioneer, je sais pas si tu connais. ouais. Et ces gars-là vendent, bah, du coup, la A7 sans le logo A7, parce que bah, c'est les fabricants de A7. Et elle coûte 180. Après, le problème, c'est que c'est une marque américaine, faut faire gaffe avec les frais. Mais Ok. pour 120 euros de moins, t'as la même ceinture. Et de Ok. toute Mais est-ce façon, qu'un jour on aura les IPF ou FNSL approuve en compétition? On ne sait pas. Mais si la A7 coûte aussi cher, c'est parce que là, le IPF approuve. Hmm, ouais, ouais. Voilà. Ok. de toute façon, Marco, il est blindé, hein. Il est pas à 100 euros près, hein. Non, non, mais c'est un investissement, Oui. Bah ouais, bien sûr. Et puis ça se revend bien, ces choses-là, hein, au hein. pire. Ouais. Du coup, bah, Luc, t'avais pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans le street? Bah, déjà, je pense qu'on peut discerner la femme de l'homme dans ce cas-là, parce que généralement, c'est pas un gars qui dit je veux pas me lancer, c'est surtout les femmes parce qu'elles osent pas. Enfin, moi, c'est ce que j'observe. Moi, je dis Bah, il y peu a beaucoup importe. de femmes chez les hommes, alors non? Non, mais il faut. On peut pas être Allez, sérieux allez, ici, de toute allez, façon. courage, Luc, courage. Allez, on termine jusqu'à la fin. Il faut toujours essayer d'aller en salle, peu importe. De toute façon, il l'a dit, Tom. Ça sert à rien d'optimiser au début, juste va à la salle, prends du plaisir, fais des tractions, des dips, prends un élastique, fais des muscle-up, amuse-toi, et juste fais. Et tu vas remarquer que tu vas prendre du plaisir, parce que c'est des exercices qui sont compliqués, et en plus de ça, tu remarqueras que si tu vas sur les réseaux sociaux et au lieu d'aller voir des performances astronomiques, tu vas parler, je sais pas, tu viens me parler, tu me dis, ah, j'ose pas me lancer, mais moi le premier à vouloir t'aider, tu vois. Les gens du street sont des gens gentils, les gens du street sont des gens aimables et on est les premiers à vouloir donner des conseils pour les tout débutants qui veulent se lancer. Ok, donc n'ayez pas peur, prenez du plaisir, et surtout les femmes, du coup. Mais c'est Bah, vrai qu'il moi j'ai il y eu a pas beaucoup de assez de cas de femmes. femmes, hein. Il y a pas assez de femmes, c'est vrai. Moi j'ai eu beaucoup de femmes qui me disent, ben j'ose pas faire de la compétition, j'ose pas faire parce que j'arrive pas à le muscle up par exemple. Mais Ouais. c'est un sport qui est moins inclusif par exemple que le power parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire un muscle up strict que de faire du bench par exemple. N'importe Mm. quel être humain peut déraquer une barre et faire du bench. Donc faut être patient, il faut demander des conseils aux gens ou reprendre un coach, ça franchement c'est la meilleure des solutions. Et puis faire et jamais lâcher. Faites du street et ne lâchez rien. Bah super, c'est un bon mot de la fin. Et justement, bah les gars, où est-ce qu'on peut vous suivre? Vas-y, Luc. Vas-y, mon gars. Eh bien, déjà Tom, il faut le suivre sur sa chaîne YouTube parce qu'il fait des vidéos de malade. Ce gars fait des... Non, Tom fait des vidéos Eh, de fou. Donc, D'ailleurs, t'as augmenté le rythme là. Là, je vois, t'es déter là, hein. C'est Eh, quoi? mon gars, C'est on toutes est les semaines déterminé. là? Là, c'est toutes les semaines. Oh! Ah, mais attends, j'ai pas dit que ça allait être toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2024. Ah, Pour l'instant, c'est toutes les semaines. Pour l'instant, c'est toutes les semaines. ok. Mm. Jusqu'à donc la allez sortie suivre Tom d'un Renard sur projet. YouTube.
Ouais, allez suivre Tom Renard sur YouTube, Tom Renard sur Insta, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais vous pouvez y aller. Mais surtout, allez suivre Lukemen sur Instagram. Il y a des stories à la une, il y a des performances, il y a des réels éducatifs, les gars. En plus, il est toujours prêt à vous aider. Allez suivre Lukemen et allez chez Men Performance ou chez Live Trainer, les deux. Vous allez progresser comme des bâtards. Et Voilà. si jamais vous voulez nous suivre les deux, parce qu'avec Tom, on a quand même fait un petit projet ensemble, qu'on travaille depuis longtemps, Oh, le petit call-out à la fin le du petit galoute. podcast. Parce que si on est les deux là, c'est parce qu'on bosse sur un projet depuis longtemps, on a quand même sorti un truc de fou là. Ouais, c'est vrai, pourquoi on est ensemble sur le podcast en fait? Pourquoi on est ensemble sur le podcast? Parce Ah, on que Eh s'est ouais, associé. Eh oui, eh ben oui. On s'est associé avec mais Luc et pour créer une formation dans le SL qui sera sûrement sortie à l'heure où le podcast sort, je sais même pas, mais bon bref, si vous voulez en savoir plus, c'est sur nos réseaux respectifs et puis voilà. et, et allez suivre Live Trainer. ouais, ouais. On s'est emparé du Allez. Allez, podcast. allez suivre Live Trainer. Non, mais c'est bien, c'est fait pour ça aussi, hein. C'est fait pour que vous parliez de vous, c'est pour vous mettre en avant aussi chaque invité. Et moi aujourd'hui, je voulais faire intervenir Tom et Luc parce que ouais, effectivement, comme ils l'ont dit, ils étaient, enfin, ils sont en association pour un projet commun. Et moi, ce que je kiffe chez vous, c'est, et je vous l'ai déjà dit en off, c'est le côté entrepreneurial, le côté passionné, parce que ça se voit que vous êtes passionné par ce que vous faites et vous arrivez à le retranscrire et à le faire transparaître via vos vidéos, votre contenu. Et vous avez aussi une volonté d'apporter de la valeur au sport. Mm. Et ça, peut-être que c'est le truc le plus important pour moi. Et justement, avec chaque invité ici que je fais intervenir, je fais toujours intervenir des gens qui apportent quelque chose, tu vois. Après, je dis pas que c'est pas intéressant de parler avec un mec qui est pas dans qui a pas l'objectif forcément d'apporter quelque chose en plus, mais moi je trouve ça quand même plus enrichissant. Et voilà, je trouve ça important. Donc moi, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous parce que j'ai pu en apprendre beaucoup plus. En fait, c'est un prétexte, hein, ce podcast, hein, pour avoir des discussions avec les gens que j'apprécie. Et donc, oubliez pas d'aller les suivre sur leurs réseaux respectifs. Et sinon, pour nous, oubliez pas de liker, commenter, partager ce podcast sur YouTube, nous lâcher 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer. Et allez voir aussi ouais, le Instagram Live Trainer, la chaîne YouTube Live Trainer. Et nous, on vous dit à la semaine pro et puis à la prochaine, les gars, hein. Allez, À la prenez soin de prochaine. vous. Salut, ciao. Allez, salut. Ciao.